Bonjour, aujourd'hui c'est Confucius, quatrième partie. Nous avons évoqué jusqu'à présent un certain nombre d'aspects de sa pensée que nous allons mettre de côté aujourd'hui pour évoquer autre chose, l'histoire de Confucius. On a vu que sa vie n'a pas été très glorieuse. C'était un raté, on a vu. Alors comment se fait-il que ce raté ait pu devenir plus tard une star intercontinentale? Que s'est-il passé après sa mort, en soi-disant 479 avant Jésus-Christ? On ne va pas chipoter. Il a eu de nombreux disciples, 72 dit-on, qui ont eux-mêmes fait des petits. Il y a eu de grands penseurs qui sont des héritiers de Confucius, Mangzi, Mencius, qui est un grand continuateur de la pensée du maître. Mais surtout, ces héritiers, ces disciples, se sont employés à coucher, non pas sur le papier, mais sur le bambou, la pensée du maître. Les livres, à l'époque, avaient cet aspect-là. Ce n'était pas que les livres comme nous les connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, le livre de Confucius, les entretiens de Confucius, ou, si vous voulez frimer en société, les analectes de Confucius, c'est comme ça que les Anglais désignent ce livre, est un ouvrage pas si gros, vous voyez, c'est pas énorme, et encore, c'est la traduction française. La version chinoise ne fait que ces quelques pages, vous voyez ici, c'est pas énorme. Alors, quel a été le succès de ce livre? Autant dire qu'il n'a pas été un grand succès de librairie, forcément. 120 ans après sa mort, au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, dans la principauté de Tsin, je rappelle que nous sommes dans la période des royaumes combattants, le prince de Tsin, qui a le projet de gagner cette guerre, fait une sorte, disons, d'appel d'offres, et il fait savoir à travers toute la Chine qu'il invite à sa cour les penseurs qui seraient prêts à l'aider à former le pouvoir qui lui permettrait de dominer la Chine. Parmi eux arrive un certain Shang Yang. Shang Yang qui a la confiance de ce souverain et qui initie en ce milieu du IVe siècle ce qu'on appelle les réformes de Shang Yang, qui vont avoir une influence très importante sur la suite de l'Empire chinois. L'Empire n'existait pas à l'époque, mais enfin, c'est très important. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Shang Yang était un penseur, un des plus grands représentants d'une école de pensée qu'on appelle le Fa Jia. Fa, guo de Fa, et Ni Jia Yo Ji Ko Shen de Jia. Donc, mot à mot, c'est la famille de la loi, c'est en fait l'école des lois, ce qu'on appelle en français le légisme. Légisme, vous savez, légiférer, le législateur, la législation, le médecin légiste, la loi. Alors, qu'est-ce que c'est que le légisme? Le légisme est une doctrine politique et philosophique chinoise inventée, entre autres, par ce Shang Yang, et qui dit la chose suivante, c'est qu'il faut, pour régner et organiser la société, édicter un certain nombre de lois. Il y a des récompenses, si vous voulez, mais surtout des punitions. Et ça s'apparente, si vous voulez, à la charia de certains gouvernements islamistes, les talibans par exemple. Vous volez une pomme dans un marché, on vous coupe la main gauche ou la main droite, on vous coupe le nez, on vous coupe une oreille, etc. Donc c'est quelque chose de pas très intéressant, si vous voulez. Et ce qui est important dans le légisme, c'est de bien comprendre que la théorie légiste dit que personne n'est au-dessus des lois. C'est un discours que l'on connaît quand un député ou un ministre est pris en train de piquer dans la caisse, il est poursuivi par un juge d'instruction et on dit, bah oui, il n'est pas au-dessus des lois. Il ne s'agit pas de ça. Il y a, selon moi, un très bon exemple de ce que c'est le légisme dans ce principe-là. Personne n'est au-dessus des lois, que l'on découvre dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la culture chinoise, un film américain de Francis Ford Coppola, Palme d'Or à Cannes en 1979, Apocalypse Now. Il a certes pour toile de fond la guerre du Vietnam, ce qui en fait un film assez dur, mais ça n'a aucun rapport avec la Chine. À la fin de ce film, un des personnages principaux, le colonel Kurtz, fait une longue tirade dans laquelle il explique que bien des années avant, il était déjà au Vietnam et qu'un jour, avec une équipe de médecins, il s'est rendu dans un village pour faire des vaccinations contre la polio
des enfants de ce village. Une fois l'opération terminée, les Américains quittent le village et ils racontent être poursuivis soudain par un vieillard qui était essoufflé, en pleurs, qui ne pouvait plus parler. Apparemment, il s'est passé quelque chose de grave. Alors les Américains retournent dans le village et ils découvrent que les parents de ces enfants, n'acceptant pas qu'on injecte un corps externe, un produit étranger dans le corps de leur enfant, surtout si ce sont des Américains, se sont munis de machettes ou de haches et ont coupé le bras vacciné de leur enfant. Et ils découvrent sur la place du village un tas de petits bras ensanglantés. C'est ça le légisme. Personne n'est au-dessus des lois. Ces parents-là qui aiment leurs enfants considèrent qu'il y a une loi, on n'injecte pas quelque chose dans le corps de mon enfant, et donc il n'y a rien à faire. Je coupe le bras. C'est ça le légisme. Autant dire que c'est une morale qui n'est pas propre à satisfaire le peuple. Encore un siècle plus tard, la principauté de Qin domine la Chine, enfin renverse la dynastie des Zhou, et une génération plus tard, le prince Zhang, qui dirige donc cette principauté de Qin, réunifie la Chine et la soumet sous son joug en fondant la première dynastie impériale, les Qin. Bien sûr, il applique cette doctrine légiste à toute la Chine. Alors cette doctrine qui est très éloignée de Confucius, vous l'avez compris, qui est extrêmement brutale et cruelle, plus la corvée épouvantable que cet empereur, à laquelle cet empereur soumet les Chinois, la construction de la première grande muraille, en terre certes, mais enfin il faut la faire, des routes, des palais, son mausolée fantastique près de Xi'an, redécouvert par hasard par des paysans en 1974, et qui est devenu un des plus grands sites culturels de Chine, le Bingmaiyong. Eh bien, après sa mort, 3 ans après sa mort, son fils qui lui succède ne parvient pas à dominer la révolte qui éclate immanquablement. Il décède et le vainqueur de cette révolte, je passe sur tous les détails historiques qui ne sont pas inintéressants, c'est pas notre sujet, Liu Bang fonde une dynastie, la dynastie des Han, Hanyu de Han, Hanzi de Han, vous connaissez. Alors, bien sûr, Liu Bang a compris que cette doctrine légiste est le fond de l'échec de la dynastie précédente, donc il faut absolument assouplir le légisme. Pourquoi assouplir? Parce qu'il n'a pas d'autre alternative sur le plan philosophique. Donc on allège le légisme. Toutes ces lois cruelles sont supprimées les unes après les autres. Mais ça ne fait pas non plus un système philosophique. Et c'est un de ses successeurs, le grand Han Wudi, l'empereur Wu des Han, celui-là même qui a expédié, vous savez, Zhang Tian, prendre contact avec les Daiyue pour prendre les Xiongnu en tenaille, vous connaissez l'histoire, la route de la soie, etc. Ce Han, cet empereur Wu des Han, eh bien, il découvre le livre de Confucius. Et il se dit, ben oui, c'est là la solution pour gouverner la Chine.